Bonjour, bienvenue à Leader en Action, une série au CRDI où on accueille des scientifiques de renom qui font une différence dans le monde. Et aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'être avec Gary Cobinger. Gary, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Ça va bien. Gary est un chercheur de renom exceptionnel. Il a fait partie de l'équipe qui a mis au point le vaccin contre la fièvre Ebola, qui a permis de mettre un point presque final à la crise en Afrique de l'Ouest l'année dernière. Il est associé au laboratoire de microbiologie du Canada à Winnipeg et aujourd'hui, il va faire une conférence en après-midi, mais on a le privilège d'avoir quelques minutes avec lui. Alors, Gary, avant de parler de Ebola, dis-moi, comment on devient un chercheur comme toi, qui est pratiquement une rock star depuis la mise au point du virus. Et comment on arrive là? C'est où ça commence, l'histoire? Ça commence avec un amour de la science. Ça continue avec aller travailler à chaque jour, puis des longues heures, tôt le matin, aller tard le soir. Mais quand on aime ça, on ne voit pas le temps passer. Et quand tu étais enfant, y a-t-il quelque chose qui s'est passé ou adolescent pendant tes études où est-ce que tu as allumé puis tu as dit, je veux travailler ces microbes, ces pathogènes? Je passais mes heures dans les bibliothèques, dans la rangée, où il y a tout ce qui est scientifique. L'ingénierie, l'espace, l'aérospatial, la biologie, tout m'intéressait. C'était clair que la physique, c'était clair que depuis le début, la science, la recherche scientifique, les nouvelles connaissances, des choses qui changent tous les jours, c'était... Ta passion. Oui, tout à fait. Et là, microbiologie, tu étudies dans quel domaine? À ce moment-là, quand j'étais à l'école, en fait, non, je n'étais pas sûr quel domaine scientifique j'allais choisir. J'avais une facilité en mathématiques puis en physique. Puis c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, l'astrophysique aussi. Puis à un moment donné, finalement, j'étais passionné avec l'infiniment petit. Je passais de l'infiniment Grand, du cosmos au microbe, Tout à fait. au virus, encore plus petit. Ebola. Tu as fait tes études, tu es allé aux États-Unis, tu es revenu, tu arrives à Winnipeg au début des années 2000, à peu près. Ouais. Comment on se met à travailler sur un vaccin pour le virus Ebola à Winnipeg? Bien, il y avait déjà, ça venait de commencer, Winnipeg, avec le laboratoire qu'on appelle de biosécurité niveau 4, c'est le plus haut. Ça venait commencer 2000-2001, le premier au Canada. Tout était neuf, tout était prêt à partir. Puis il y avait déjà engagé des scientifiques fantastiques, Heinz Feldman et d'autres, qui ont commencé à construire une équipe. Et je me suis joint à eux. Puis il y avait déjà un gros désir sur Ebola parce que tout le monde était un peu fasciné, en même temps un peu nerveux, en même temps, les connaissances n'étaient pas très bonnes. C'est qu'on est plusieurs, en fait, à avoir choisi de commencer avec Ebola, de faire un focus là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était le plus dangereux. Puis, c'est quoi que ça fait? Parce que les gens, tu sais, ont peur parce que t'en meurs, mais parle-nous un peu de la maladie, là, de son histoire, puis de qu'est-ce que ça fait en réalité. On a eu Peter Pia qui avait découvert Oui. le virus cet automne. Oui. Toi, tu as travaillé sur le vaccin. D'ailleurs, quand il a reçu son prix Gardner, il t'a demandé, il a souligné ta présence à Gardner. Oui, très gentil de sa part. Mais parle-moi plus du détail de la maladie. Qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi il faut s'y intéresser? Bien, parce que c'est une des maladies qui tue très rapidement et qui est contagieuse, où on peut voir des éclosions d'épidémies sporadiques. On n'est pas capable de les prédire. On n'est pas capable de prédire ni quand ni où, mais on sait qu'il y en a une qui s'en vient. Puis, c'est dévastateur parce que même un seul cas dans un village, puis quand il y a un cas, il y en a plusieurs. Mais même un seul cas va complètement isoler le village. Il n'y a plus personne qui veut y aller. Les gens ont peur de ceux qui sortent parce que, encore, c'est contagieux. Ça tue tellement rapidement, mais surtout aussi, ça tue dans des conditions qui sont terribles. Les gens sont évidemment en douleur. Parfois, il y a des saignements. C'est des conditions visuellement aussi qui font peur. C'est très, très difficile. Et là, vous avez été en Afrique.
hein, parce que le vaccin a été développé, il fallait qu'il soit testé. Bon, il y a tout un protocole, tu en parleras peut-être après-midi dans ta conférence, mais qu'est-ce que tu as vraiment fait avec les différentes équipes? Parce qu'il y avait beaucoup de monde là, qui tentait d'aider. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait, mais nous, ça fait longtemps qu'on va là-bas au début, pour moi, c'était 2007, mais il avait déjà commencé en 2005. L'équipe est allée quelques fois, pas juste en Afrique, d'ailleurs en Asie aussi, etc. Mais on a commencé en 2007 à avoir une relation de collaboration avec un des pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Puis, à travers ça, on a fait des projets de recherche avec eux. On a monté des capacités de détection, de diagnostic. En 2007, il n'y avait rien du tout de diagnostic. Il fallait que les échantillons soient envoyés ailleurs, aux États-Unis, en Europe, pour être diagnostiqués. Ça prenait 3 semaines. Pendant ce temps-là, le virus se propageait. Fait qu'on a établi ces collaborations-là pendant 7 ans. En 2014, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre épidémie en RDC, la 7e épidémie en RDC depuis 1976. Eux, maintenant, ils ont la capacité de détection, ils ont la capacité de diagnostic, ils ont de l'expérience, ils sont déplacés immédiatement sur le site, ils ont contrôlé ça en 3 mois. Et ça a été fini au Congo, en République démocratique du Congo. Puis c'est une belle illustration que du travail de long terme, faisait longtemps que vous étiez présent, puis c'est du travail qui n'est pas très, très publicisé. Vous formez des chercheurs, vous amenez de l'équipement, vous assurez que les gens là-bas sont capables de faire la job, et le résultat est là, parce que le Congo a eu combien? 7 cas, je pense, ou une dizaine durant l'épidémie, la dernière épidémie en Afrique de l'Ouest? Donc, ils ont eu un peu plus. En 2014, ils ont eu un peu plus que ça. C'était environ une soixantaine de cas. Une soixantaine. Mais comparativement à ce qu'il y avait au Sierra Leone, au Libéria puis en Guinée, qui était combien de cas? 28 000. 28 000, c'est rien. Et tout ça, c'était parce qu'il y avait eu du travail de fait à long terme, de la recherche et du renforcement des capacités. On va faire un fast-forward parce que on a vu dans les journaux que l'intervention en Guinée avait été couronnée de succès. Le Lancet a publié votre article très rapidement. Margaret Chan à l'OMS a dit que c'est un game changer et il y a encore du travail qui se fait là-dessus. Mais, entre-temps, on a eu le virus Zika. Et là, encore avec des images terribles, microcéphalie, des avis de ne pas voyager dans ces pays-là. C'est quoi Zika? Où est-ce qu'on en est? Zika, ça fait plus de 60 ans que ça circule. C'est parti de l'Afrique, puis ça s'est déplacé tranquillement vers l'Est toujours, en Asie, Asie du Sud-Est. C'est passé dans les îles, puis ça vient de traverser, il y a 2 ans, en Amérique du Sud. Puis là, ça s'est propagé en Amérique du Sud d'une population naïve avec, pour la première fois, des évidences assez solides de microcéphalie, d'association, une association, qui, pendant 1 an et demi, a été considérée comme une hypothèse, mais qui, juste récemment, vient d'être démontrée comme... C'est une démonstration statistique que le virus Zika est la cause d'une association très forte avec les microcéphalies. Mais là, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement, il n'y a pas de médicament pour Zika. Pas encore, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on a appris beaucoup depuis Ebola, mais aussi avant. Puis le vaccin Ebola, ça ne s'est pas fait en 6 mois ou 1 an. Ça faisait 10 ans que on travaillait avec vous travaillez et plus dessus. Même, en fait, près de 15 ans qu'on avait commencé là-dessus, avec Heinz qui avait commencé au départ. Zika, c'est la même chose. On ne vient pas juste de commencer. Nous, on avait commencé déjà il y a environ... on parle d'environ 1 an. Donc, il y a 1 an, si j'avais mentionné Zika, tout le monde m'aurait dit... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais on a commencé déjà, puis là, on est... Avec tout ce qu'on a appris avec Ebola, on avance beaucoup plus rapidement. Puis on pense qu'on a des bons espoirs. Moi, je suis sûr, cet été, on va avoir des données, des premières données de tests de vaccins contre Zika ici au Canada et aux États-Unis chez les humains. Une étude de phase 1 pour s'assurer que le vaccin est sécuritaire. Donc, ça c'est une petite étude qui n'a pas de très grande ampleur, mais qui a une grande importance parce que ça détermine une future étape qui est de tester dans des populations qui
plus larges qui sont exposés, puis après ça, tester dans des populations en cas réel, en situation réelle, puis après ça, le déploiement, la commercialisation du vaccin. Mais c'est avant tout un vaccin qu'on a besoin pour des raisons qui sont fondamentalement humaines. On ne peut pas laisser dans plusieurs de ces pays-là le virus se propager ad vitam aeternam sans intervenir parce que les conséquences sont dramatiques. Non, puis tout à fait. Puis comme on sait très bien, des pathogènes infectieux, ça n'arrête pas aux frontières, ça se propage. Ici au Canada, on n'a pas le vecteur, le moustique, qui propage Zika, mais on a 4 millions de Canadiens qui voyagent par année. Maintenant, la transmission sexuelle a été démontrée avec Zika. Ça fait que c'est pas impossible qu'on puisse voir des Canadiens revenir puis avoir de la transmission locale, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, il y a quand même une urgence, une importance d'agir rapidement dans ce domaine-là. Et on a une expertise au Canada, avec toi, des équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus. On a vu à travers les médias que tu t'en vas à l'Université Laval au cours de l'été prochain. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le montrer un peu dans ma présentation, mais je veux aider les jeunes scientifiques à réaliser leurs rêves. J'ai réalisé la plupart des miens en termes de contribution. Mais je veux, on n'arrête jamais hein, quand surtout on a un bon momentum. Je veux aider à créer un institut qui va être spécialisé pour la réponse rapide aux maladies infectieuses au Canada, pour que, à partir de la détection, que ça soit spécialisé dans la détection, la construction et le développement de vaccins et le test dans des phases 1 à l'intérieur de 12 mois. 12 mois. Wow. Et tu parles du Canada, mais il va-t-il avoir des composantes avec le monde en développement? Bien, c'est ça notre gros espoir, parce qu'on a tellement de choses à apprendre d'eux aussi. On a tellement d'opportunités de créer une synergie hein, entre eux et nous. Eux, ils vivent ces épidémies-là presque journaliers. Hein, Zika, quand je dis, ça fait 60 ans que ça se promène en Afrique. Ça fait que c'est ça le dernier pas pour qu'on devienne optimal. Parce qu'après Zika, il va y en avoir un autre. C'est clairement. sûr et certain, on sait. Gary, on arrive à la fin de notre entretien. S'il y avait une chose que tu as appris dans tes années de travail à l'étranger, dans le monde en développement, avec tes collègues scientifiques là-bas, en contact avec des populations, là, sur toi et sur ta science, qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Que les meilleures contributions, on les fait quand on développe des liens beaucoup plus profonds que juste une collaboration. Quand on développe un lien d'amitié, quand on développe un respect immense pour ses partenaires, on réalise des choses qu'on ne pense pas possible à partir du début. Ça, c'était ma grosse réalisation. C'est que maintenant, c'est tout mon intérêt, là, c'est pas de vaccin ABC, c'est de créer à la base, de rencontrer tous ces gens fantastiques-là, de créer des liens d'amitié, puis comme ça, on avance ensemble, puis on réalise des choses phénoménales. Bien, c'est fantastique. On avait avec nous Gary Cobbinger au CRDI, où on travaille sur la connaissance, l'innovation des solutions, où est-ce qu'on tente de mettre à l'échelle des innovations en sciences, où est-ce qu'on le fait en partenariat et où on travaille avec des leaders. Gary, tu es une illustration parfaite du travail du CRDI. C'est un plaisir de t'avoir eu avec nous aujourd'hui, puis bonne chance dans la poursuite de tes travaux. Merci beaucoup. Un gros merci, pour l'équipe. Gary. Merci. Merci.